Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de catch avec la review du Money in the Bank 2021. Du coup qui arrive avec une journée en retard puisque hier du coup pendant une bonne partie de la journée on n'avait pas internet. Puis entre deux j'avais complètement oublié que le Money in the Bank c'était ce week-end. Ce qui fait que les deux combinés fait que là, à l'heure où j'enregistre, il est minuit. Il est minuit entre la nuit de lundi à mardi, donc voilà. Du coup, je regarde très en retard. Enfin, j'ai regardé très en retard parce que j'ai commencé vers 21h. Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est qu'une journée de retard, donc en soi, c'est pas non plus très très grave. Heureusement qu'Internet est revenu très vite, on ne sait même pas pourquoi on n'a pas eu Internet pendant toute la matinée et le début d'après-midi, mais bon. Bref. Du coup, le show en lui-même était assez moyen, je trouve, pour un premier pay-per-view avec retour du public officiel. Par exemple à WrestleMania ils avaient remis du public mais pas en remplissant l'arène au complet, et que surtout juste après ça repartait en visio les matchs et tout, alors que là depuis samedi je crois, le SmackDown de samedi, tout repart en tournée à la normale quoi. Et du coup pour ce pay-per-view là j'avoue qu'il y a des matchs, je me suis beaucoup ennuyé, j'ai pas noté grand chose tellement je m'ennuyais quoi. Mais bon, on va commencer avec le match 1 qui est... alors d'abord, le kick-off, j'ai pas regardé, mais Jay et Jimmy Uso ont remporté les titres par équipe de SmackDown face à Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu, grâce aux petites vignettes. Voilà, donc les Mysterio ont perdu les titres au profit des Usos lors du kick-off, ce qui est un peu dommage de mettre un match par équipe comme ça dans le kick-off. Enfin vraiment on a 4 très très bons catcheurs et on fout ça dans le kick-off, alors que le match par équipe de la carte principale, c'est pas qu'il était mauvais, mais bon il était pas non plus extraordinaire. Donc le premier match, on avait le Money in the Bank féminin avec dedans Alexa Bliss, Nikki Ash, anciennement Nikki Cross, Liv Morgan, Natalya, Tamina, Zelina Vega, Naomi et Asuka. Déjà pour commencer, pour moi il y a un énorme défaut qui est celui de mettre une équipe dans le Money in the Bank. Chose qui n'arrivera pas, c'est que Natalya et Tamina soient les deux seules debout sur le ring pour du coup essayer de décrocher la mallette. Mais du coup je trouve ça complètement débile de mettre une équipe complète dans Money in the Bank, parce que c'est quand même un match où tu dois gagner tout seul. Ou après tu utilises la manette comme t'en as envie, mais ce serait limite de l'anti-jeu si, je sais pas, Natalya disait à Tamina, allez vas-y maintenant on monte, attrape la mallette, et puis j'allais dire on utilise ça pour les titres par équipe, non, sont déjà championnes par équipe, donc si Natalya ou Tamina avaient gagné la mallette, ça aurait forcément servi pour un titre solo, et du coup ça aurait détruit leur équipe, donc déjà ces deux-là, c'était logique qu'elles n'allaient pas gagner le Money in the Bank. Voilà, après moi je voulais que Liv Morgan gagne le Money in the Bank, mais ce ne fut pas le cas. Voilà, même si Alexa Bliss est une de mes catcheuses préférées, pour l'instant dans ce personnage là, j'avoue que je trouve pas ça ouf. Et en plus ce qui est assez marrant, c'est que Alexa Bliss a été beaucoup acclamée face à notamment Natalya et Tamina qui ont été beaucoup huées, ce qui est assez marrant parce que Alexa Bliss, tout le monde se plaint plus ou moins de son personnage, et pourtant une fois de retour avec le public, tout le monde était content de la voir. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Comme vous voyez sur la photo là, Liv Morgan qui grimpe à l'échelle alors que Tamina n'a même pas déplié l'échelle, elle prend l'échelle, se met au milieu pour prêt à la déplier, puis t'as Liv Morgan qui grimpe dessus, et puis je crois que c'est Naomi du coup qui l'empêche d'aller jusqu'au bout. On a Naomi qui fait le finisher de Mark Henry sur Nikki Ash sur une échelle. Alors la prise, c'est du coup tu tiens ton adversaire comme ça, donc faut imaginer que c'est comme s'il était allongé sur vous, vous le soulevez et vous l'écrasez au sol comme ça. Donc c'est ce qu'a fait Naomi, mais sur une échelle. Nikki Ash fait une sorte de dive du sommet de l'échelle dehors sur les concurrents dans le ring.
Alors c'était un truc cool, mais complètement nul dans le sens de la construction du match. C'est que au début du match, tout le monde sort, tout le monde commence à aller chercher des échelles à droite à gauche, et je crois que c'est Natalia qui prend une échelle et qui l'ouvre comme ça à l'extérieur du ring. Et tu te dis, mais à quoi ça te sert de faire ça? Et en fait, ça sert juste à ce petit spot là, mais je trouve ça complètement débile. Parce que voilà, dans l'écriture du match, à part faire un beau truc aérien, bon, en fait ça sert à rien. Voilà, et puis même si tu te dis dans la tête, oui, faut que j'aille chercher la mallette avec l'échelle, tu te dis pas, bah allez hop, je la déplie là, et en plus après, je m'en sers pas, quoi. Enfin, je déteste ce genre de choses où tu sors un objet, mais juste pour que ça serve à un petit spot, 10 minutes après, enfin, ça c'est un truc que j'ai horreur. Voilà, même si, comme je dis, répète, l'action de Nikki était très belle, mais ce genre de truc, je déteste. J'ai mis Alexa Bliss qui avait fait son Sister Abigail sur Nikki. Alors, il y a eu pas mal de finishers ou prises signature qui ont été portées, mais là je l'ai noté celui-là parce que bah, c'est quand même censé être c'était de très bonnes amies avant que Alexa Bliss tourne heel. Donc voilà. J'ai mis les catcheuses enterrent Alexa Bliss sous les échelles non utilisées. Bon, c'était particulier. Natalia qui place une échelle. Alors ouais, ça, c'était complètement con aussi, et qui montrait que Natalia n'allait pas remporter la mallette. C'est que t'as une échelle qui est placée sous la mallette. Natalia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une échelle, elle déplie une échelle et elle commence à monter à celle-ci à côté. Alors qu'elle a déjà une échelle qui est déjà placée pour qu'elle aille chercher la mallette. Donc vraiment, ce genre de choses, moi, ça me dérange dans l'histoire d'un match. Surtout quand il y aurait déjà du monde en train de se battre et tout, tu mets une échelle pour monter, continuer à te battre avec les autres. À la limite, voilà, c'est ce qui va se passer. Il y en a qui vont mettre une troisième échelle et vont se battre à 6 sur chacun, voilà, d'un côté d'une échelle. Et encore là, c'est logique, mais quand t'es tout seul, personne dans le ring, tu te fais pas chier à poser une deuxième échelle et monter sur cette deuxième échelle alors que t'en as déjà une qui est déjà bien placée. Enfin, ce genre de choses, j'aime pas du tout dans l'écriture des matchs. Ensuite, on a toutes les concurrentes, comme je disais, chacune d'un côté de l'échelle, tout en haut, en train d'essayer d'attraper la mallette. Donc la mallette, elle se balance comme ça, tellement les gens la touchent, n'arrivent pas à l'attraper. Et du coup, il y a Nikki H, voilà, qui grimpe également, qui passe au-dessus des autres et qui arrive à décrocher la mallette et à gagner. Voilà, donc la victoire en soi, elle me dérange pas. Je m'excuse. La victoire ne me dérange pas parce que quand on regarde les concurrentes, Alexa Bliss, en tant que démon comme ça, j'aurais pas aimé l'avoir gagné la mallette. J'aurais préféré qu'elle gagne de manière normale, enfin avec un rôle normal et pas un rôle de démon. Liv Morgan, j'aurais aimé plus que ce soit elle qui gagne, voilà. Mais ce fut pas le cas, même si elle a eu de très bons spots, hein. J'en ai présenté qu'un, mais elle a eu 2-3 autres très beaux spots. Natalia, bon, j'aime pas du tout, donc j'aurais pas aimé qu'elle gagne. Tamina, j'aurais pas aimé qu'elle gagne parce que globalement, quand t'as une équipe, c'est déjà beaucoup plus simple vu que les deux s'entraident, ce qui s'est passé dans le match. Zelina Vega, c'est la première fois que je la voyais catcher et j'ai pas trouvé si ouf que ça, parce que je voyais beaucoup de youtubeurs qui étaient en mode Zelina Vega, le retour du siècle, enfin j'exagère un peu mais c'était quasiment ça, et j'ai pas trouvé que c'était une catcheuse extraordinaire quoi. Naomi, elle est très souple, elle fait des beaux trucs et tout, mais j'aime pas du tout cette catcheuse. Vraiment, la WWE l'utilise très très mal et voilà, j'ai vraiment du mal avec quoi. Et Asuka, Asuka j'aime beaucoup, mais le truc c'est qu'elle a déjà gagné la mallette l'année dernière, en sachant que ça fait que 3-4 ans que le Money in the Bank existe pour les femmes, donc à mon avis ils se sont dit on va quand même essayer de mettre du 109 dans les victoires. Du coup Nikki qui remporte la mallette, et vraiment je vois bien Nikki Cross partir à SmackDown, parce que
En fait, là, c'est en fonction du match, du quatrième match. Je vais pas trop spoiler, mais en fonction de la vainqueur, que ce soit de toute façon que ce soit Charlotte Flair ou Rhea Ripley, de toute façon, je vois pas Nikki vaincre Rhea Ripley ou Charlotte Flair. Soit l'une ou l'autre, je trouve que les deux sont beaucoup trop fortes pour Nikki Cross. Contre Bianca Belair, je pense que c'est faisable qu'elle gagne. Voilà, est-ce que Bianca Belair n'est pas construite aussi puissante que Rhea Ripley ou Charlotte Flair? Du coup, je pense que Nikki Cross a plus de chances d'encaisser la mallette face à Bianca Belair que face à Rhea Ripley ou Charlotte Flair. Donc voilà, donc je pense que Nikki risque de partir vers SmackDown, ce qui n'est pas trop dérangeant, parce qu'à SmackDown, il n'y a pas beaucoup de catcheuses intéressantes, à part Tegan Nox et Shotzi Blackheart, en sachant que Tegan Nox était l'une de mes catcheuses préférées de NXT depuis que j'ai repris, donc l'année dernière. Donc maintenant Tegan Nox arrive à SmackDown, donc on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant elle a l'air de se battre pour les titres par équipe, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, le match numéro 2 était celui de AJ Styles et Omos, les champions de Raw, par équipe de Raw, contre les Viking Raiders. Donc pareil, je crois que c'est la première fois que je regardais un match des Viking Raiders. J'aime beaucoup leur thème d'entrée, que j'écoutais beaucoup l'été dernier. Mais j'avoue que je crois que c'est les premières fois que j'ai voyé catcher. Pareil pour Omos. Même s'il a catché lundi dernier, bah moi je ne peux pas avoir les matchs en direct, enfin pas les matchs en direct, mais les matchs de Raw et SmackDown, moi je peux pas les voir parce qu'ils sont diffusés avec à peu près un mois de retard sur le network. Donc du coup c'était la première fois que je voyais Omos catcher, ce qui était pas trop mal, même si c'est plus un genre de catch à la Great Khali, à la Big Show et tout, donc je ne suis pas un super fan, mais c'est assez intéressant à voir, ça donne des trucs assez impressionnants. Même si dans le style de catch que moi j'aime bien, c'est pas trop ce que j'aime. Donc on a AJ Styles normalement qui commence et qui finalement laisse entrer Omos. Ensuite Eric essaie de laisser entrer Ivar, sauf que les deux s'attaquent à Omos, mais Omos dégage les deux. On a Eric qui fait une sorte de power slam sur Ivar en le faisant tomber bien sûr sur AJ Styles, hein. Il va pas attaquer son acolyte comme ça. On a une prise à deux qui est géniale de AJ Styles, en fait, qui prend de l'élan dans les cornes, qui court vers Omos, Omos le prend, le balance à l'extérieur du ring, et en fait il fait une sorte de ciseau de tête à Eric en atterrissant dehors. Enfin c'est un truc magnifique à voir. Ensuite Ivar esquive des attaques en faisant la roue. Je m'excuse si je baille plusieurs fois, mais d'habitude à ce temps-là, moi je suis déjà couché depuis au moins 1 heure. Mais ouais, à 2 reprises, Ivar, voilà, qui est quand même assez imposant, donc c'est celui qui a la grosse barbe, les cheveux longs et tout, comme vous pouvez voir sur la photo. Voilà, Ivar qui esquive. Un coup c'est pour AJ Styles et un coup c'est au niveau de Omos où il esquive en faisant la roue, c'est assez marrant à voir. Power Slam d'Omos sur Ivar, qui malheureusement ne réussira pas le compte. Omos qui tient Ivar presque à bout de bras et il le relâche comme ça au sol, ce qui n'est pas suffisant non plus. Eric réussit une sorte de suicide dive sur Omos après qu'il a été mis dehors par une coup de corde à linge par Ivar, je crois. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la photo, on a une combinaison finisher de Ivar et Eric sur AJ Styles. AJ Styles, c'est de quoi, AJ Styles ou AJ Styles? Tant pis. Voilà, donc vous avez qu'une partie, mais vraiment c'est quasiment indescriptible la façon dont le truc se passe. C'est vraiment une très très belle prise également. Je pense que vous pouvez essayer de taper Finisher à 2 Viking Raiders ou une connerie comme ça. Je pense que vous pourrez trouver ce truc, c'est impressionnant. Sauf que du coup, Omos repousse Eric qui en tombant sur Ivar casse le tombé, alors qu'ils auraient pu gagner si Eric n'était pas parti provoquer Omos. Omos envoie un kick dans l'épaule d'Ivar, mais vu la taille des deux, c'est quand même assez impressionnant. Et ensuite, Omos fait un double chokeslam à
Eric où il va, je sais pas, j'ai pas marqué, et du coup qui est pour la victoire. Donc AJ Styles et Omos conservent les titres par équipe de Raw. Ensuite, le troisième match, on a Kofi Kingston contre Bobby Lashley. Du coup, on a Lashley qui prend Kofi sur ses épaules et fonce sur un poteau, comme vous pouvez voir sur la photo, et il le fait à 2 reprises. On a Lashley qui tente sa soumission, donc c'est quand il passe par derrière, enfin, il passe les bras comme ça sous les épaules et ensuite il bloque les mains comme ça au niveau de la nuque. Puis deux fois, voilà, il bouge un petit peu. Voilà, il fait ça, sauf que Kofi se débat trop, du coup il le chope, il le retourne comme ça et il le balance en arrière, comme une sorte de souplex, mais un peu bizarre. Ensuite, Bobby Lashley envoie le Dominator 3 fois dessus, donc le Dominator c'est son finisher. Donc en fait, il prend le catcher, il le met sur son épaule et il le rabat comme ça sur le ventre au niveau du sol. Donc 3 fois de suite, comme j'ai dit. Et ensuite, il refait sa soumission et il gagne et conserve son titre de champion de la WWE. Ce match est bien et pas bien. D'un côté, il est bien parce qu'il place Bobby Lashley vraiment ultra puissant avant l'arrivée de son futur adversaire. Beaucoup pensent que c'est Goldberg qui est censé faire son retour bientôt, ou peut-être Brock Lesnar. Voilà. Et en même temps, ce qui est pas bien, c'est que Kofi Kingston, qui est quand même un ancien champion de la WWE, en fait, à part au tout début, il a peut-être réussi à placer une ou deux esquives, un ou deux coups sur Lashley, et ensuite c'est un squash total, il se fait démonter comme il n'y a pas, et c'est un peu dommage pour Kofi Kingston. Bon, c'est pas mon catcheur préféré, mais j'étais un peu triste pour lui qui prenne aussi cher. Ensuite, le match que je me suis le plus ennuyé, c'est le match numéro 4 entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Voilà, j'ai noté que 3 phrases. J'ai eu un beau dropkick avec élan de Rhea Ripley, notamment elle prend de l'élan dans les cordes et elle fout un dropkick à Charlotte qui était plutôt sympa. Ensuite, Charlotte qui contre le finisher de Rhea Ripley avec un DDT mais qui ne suffira pas. Et ensuite, vers la fin du match, Charlotte bloque le pied de Rhea Ripley dans les escaliers. Elle fait un truc, je sais pas trop ce qu'elle fait parce que j'étais pas trop attentif. Ensuite, elle le remet dans le ring, elle fait le figure four lock, donc le finisher de son père qu'elle a revisité en faisant le pont. Et au final, Rhea Ripley décide d'abandonner, ce qui fait que nous avons Charlotte Flair, nouvelle championne féminine de Raw. Et pareil, je trouve ça cool et en même temps je suis déçu. Je suis déçu parce que Rhea Ripley était plutôt une bonne championne. Et au final, elle se fait éliminer ultra facilement. Enfin, elle se fait battre ultra facilement. Voilà. Et Charlotte Flair, on est quasiment sûr à 100% que si elle a gagné là, c'est uniquement parce qu'il y a le public. Et que pour faire plaisir au public, ils ont décidé de donner la ceinture à Charlotte Flair. Et je trouve ça très dommage parce que Rhea Ripley avait de quoi rester championne beaucoup plus longtemps. Ce qui fait que en plus, avec Becky Lynch qui risque de revenir bientôt, on va se retrouver avec un Charlotte Flair contre Becky Lynch pour le titre de Raw, à mon avis, ce qu'on a vu déjà 1 million de fois, donc ça va être vraiment nul à chier les prochaines rivalités de Charlotte, j'en suis quasiment sûr. Et voilà. À moins que ce soit Nikki qui utilise sa mallette sur Charlotte, ça pourrait être intéressant aussi, parce que je viens de repenser à ces petits matchs où le but était de vaincre Nikki en moins de 2 minutes là, et puis que Nikki à chaque fois réussissait à survivre plus de 2 minutes. Peut-être qu'ils vont s'amuser là-dessus et que Nikki Cross va réussir à encaisser la mallette contre Charlotte. À voir, mais en tout cas, moi j'ai clairement pas envie de revoir un Charlotte contre Becky Lynch. J'ai du vu et revu et re-revu, enfin, je veux clairement pas voir ça. Ensuite, le match 5, c'est le Money in the Bank masculin, où on a Kevin Owens, Riddle, Shinsuke Nakamura, Ricochet, John Morrison, Big E, Seth Rollins et Drew McIntyre. Du coup là j'ai noté un peu plus de choses. J'ai mis un beau salto de Ricochet à l'extérieur du ring sur Morrison, et en même temps on a une sorte de Whisper in the Wind de Matt Riddle sur Seth Rollins.
à l'extérieur du ring. On a Biggie qui envoie un spear sur Drew McIntyre à l'extérieur du ring. Pour ça, il est de l'autre côté des cordes, du coup il fait un spear, il s'atterrit sous les deux en dehors du ring. Voilà, et puis de toute façon, au début on utilise beaucoup, c'est Drew, Biggie qui va gagner parce que les deux prennent le pouvoir sur le ring au tout début. Voilà, et ensuite Biggie, on le revoit quasiment pas, et ça m'a énervé. Voilà. Nakamura fait une soumission à Morrison au niveau du bras au sommet de l'échelle. Voilà, jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de genou dans la tronche de Seth Rollins. Rollins et Morrison décident de s'allier pour dégommer les autres catcheurs et ils forment une très bonne équipe jusqu'à ce que Seth Rollins décide de trahir Morrison. On a Owens qui fait un salto sur l'échelle que tient Rollins et Morrison pour les mettre à terre. Donc ça c'était avant que Rollins se trahisse. Et les deux gars font une souplex à Owens sur le côté de l'échelle, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ensuite, voilà, comme j'ai mis Rollins trahit Morrison. On a un facebuster de Drew sur Ricochet contre une échelle, ce qui est horrible. Drew McIntyre envoie un salto. Oui, il fait un salto depuis la 3ème corde sur les autres catcheurs, et alors qu'il se retrouve tout seul et qu'on pense qu'il va gagner, bah non, il se fait agresser par une intervention de Jinder Mahal et ses sous-fifres, du coup qui vont dégommer Drew McIntyre à coup de chaise, et Drew McIntyre va disparaître du match. Ensuite on a Riddle qui envoie Ricochet sur les autres catcheurs en l'expulsant d'une échelle. On a un DTS, donc l'ancien finisher de CM Punk porté par Nakamura sur Seth Rollins. Ensuite on a Morrison qui aveugle Nakamura avec une sorte de pistolet à eau, mais il se prend un stunner du haut de l'échelle par Kevin Owens, pareil pour Nakamura juste après. Rollins envoie Owens à l'extérieur du ring en le projetant contre l'échelle qu'il avait placée avec Morrison entre le ring et la table des commentateurs. Donc voilà, vous savez ce que je pense de ce genre de placement d'objet. Et du coup, Owens va complètement traverser l'échelle. Biggie envoie le Big Ending sur Rollins depuis le haut de l'échelle et remporte la mallette. Et si j'aime pas ce final, c'est tout simplement parce que Biggie n'a quasiment rien fait dans le match. On ne l'a quasiment pas vu. Au tout début, on le voit vider le ring avec Drew McIntyre. On le voit faire un spear à Drew McIntyre, les deux sont en dehors du ring. Et ensuite, il ne fait rien du match et il remporte la mallette. Je trouve ça horrible, alors que on a Ricochet, Riddle, Seth Rollins, surtout ces trois-là, Morrison également, ces quatre-là sur les 8 qui se sont énormément démarqués dans le match, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Et non, au final, c'est un catcheur qui n'a quasiment rien fait dans le match, qui remporte la mallette. Et je trouve ça un peu dommage parce que vraiment, je voulais que Rollins remporte le match. Même s'il a déjà remporté la manette il y a 3 ans, bon, voilà, ou alors Riddle, je voyais bien Riddle gagner, mais pas Biggie, quoi. Pas Biggie, ou alors il aurait fallu vraiment qu'il fasse quelque chose dans le match, quoi. Là, il a rien fait et puis il gagne, donc je trouve ça un peu nul, quoi. C'est vraiment comme Lana qui remporte le Survivor Series sans avoir catché, quoi. J'exagère parce que Biggie n'en est pas à ce point-là, il a quand même fait des petites choses, mais on en est quasiment là, quoi. Il a quasiment rien fait et c'est lui qui gagne. Voilà, ça m'a beaucoup dérangé. Et en plus, je l'ai tout de suite vu que Biggie allait gagner. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais quand Seth Rollins a commencé à monter à son échelle, qui était la plus petite des deux, pour monter à la mallette. Non. S'il est monté sur la plus petite ou la plus grande? Parce qu'il y avait 2 trucs à côté. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, s'il était sur la petite et quand il s'est fait attaquer, hop là, il a commencé à monter sur la grande, à moitié sur les deux. Mais quand il s'est fait attaquer, j'ai vu Biggie arriver derrière, je fais oh non, Biggie va gagner. Et effectivement, Biggie a gagné. Donc voilà, déjà que je suis pas fan de Biggie. Et en plus, le fait qu'il n'ait pas eu de vrais moments marquants dans le match, je trouve ça très très décevant. Mais bon, après, on va pas dire qu'il ne mérite pas la mallette. Hein. À côté de ça, il offre des beaux matchs dans les matchs par équipe ou ses derniers matchs solo contre
Contre Apollo Crews était pas mal, mais bon, j'aurais aimé qu'on le construise mieux dans le match avant de le faire gagner la mallette, quoi. Ensuite, je vais dire Seth Rollins. Roman Reigns contre Edge pour le main event. Alors heureusement que ça s'est amélioré sur la fin, parce que j'avoue que le début de match était assez mou et un peu chiant. Et du coup, on va partir au moment où j'ai commencé à prendre des notes, donc vers la moitié du match, je pense, où on a Roman Reigns qui fait son dropkick au niveau du tablier. Alors son dropkick en général, c'est que tu as quelqu'un qui est allongé, la tête qui dépasse au niveau du tablier, ou là par contre avec Edge c'était dans les cordes, et ensuite lui il arrive de l'extérieur et il fait un énorme saut pour foutre deux coups de pied dans la tête de son adversaire, et ça je trouve ça très impressionnant. Ensuite on a Edge qui esquive le Superman Punch avec un petit paquet, et comme on peut le voir là, ensuite ils se foutent tous les deux un double kick, voilà. Ensuite on a Edge qui réussit son Edgecation, mais du coup qui ne suffit pas. Edge place le STF de John Cena, donc c'est la prise de soumission de John Cena qui se transforme à moitié ensuite en Yes Lock, mais qui ne fera pas abandonner Roman Reigns. Mais je trouve ça très intéressant de placer ce finisher là, parce que tout le monde sait avec les news et tout que John Cena est selon les rumeurs, parce que ce ne sont que des rumeurs, est censé revenir pour affronter Roman Reigns à SummerSlam, voilà. Et du coup, placer le finisher de John Cena alors qu'il y a des rumeurs autour du retour de John Cena, je trouvais ça très astucieux, parce que les gens pouvaient se dire, tiens, si ça se trouve là c'est une petite preview du retour de John Cena samedi prochain ou quoi que ce soit, et du coup j'ai trouvé ça super cool. Ensuite on a Reigns qui contre le spear avec la guillotine, mais ça ne suffira pas. Edge qui esquive un spear, du coup Reigns détruit la barricade. Ensuite Edge réussit lui à placer le spear contre Reigns sur le dernier bout de barricade du coin qui restait. Ensuite on a Reigns qui place le Superman Punch contre Edge, sauf que Edge en fait en tombant il dégomme l'arbitre. Bon, le choc était clairement pas violent, mais l'arbitre il tombe par terre, ensuite il sort du ring, et puis là ils sont obligés d'aller chercher un autre arbitre, alors que le mec a quasiment pris aucun dégât, l'arbitre, quoi. Il a juste été bousculé, il est tombé à quatre pattes, mais bon. Et bon, faut pas trop chercher plus loin. Ensuite on a Reigns qui profite que l'arbitre soit à l'extérieur du ring pour aller casser une chaise et récupérer une petite barre en métal, donc tous les samedis quasiment il subit une soumission, il a la barre là dans la bouche. Du coup il va tenter de le faire à Edge, sauf que Edge va retourner la soumission contre Roman Reigns avec la barre, bien évidemment. Donc on a les Usos qui arrivent pour intervenir, sauf que les Mysterio empêchent les Usos de sauver Roman Reigns, et au final c'est Seth Rollins, dont on ne s'attendait pas, qui arrive en foutant un kick dans la tronche de Edge. Donc voilà. Et ensuite, Roman Reigns se prépare à lancer le spear, sauf qu'il reçoit lui-même le spear de Edge qui tente le tomber, mais le temps que le nouvel arbitre arrive sur le ring, ce n'est pas suffisant. Et ensuite, Edge se place pour remettre un spear. Et du coup, il y a Seth Rollins qui revient d'abord du ring, qui détourne Edge, qui finalement lui-même se prend le spear, suivi du tombé. Et du coup, 1, 2, 3, Roman Reigns, toujours champion universel de la WWE. Et du coup, au début, on a Seth Rollins qui confronte Roman Reigns, sauf que Edge agresse Seth Rollins, donc on s'attend à une rivalité entre Edge et Rollins, c'est sûrement un match à SummerSlam entre les deux. Et du coup, il y a Roman Reigns qui prend le micro et qui dit globalement personne ne peut m'affronter pour le titre, un truc comme ça. Et puis là, il y a la musique de John Cena qui retentit. Et au final, on a bel et bien le retour de John Cena, mais pas samedi prochain, et bel et bien la nuit de Money in the Bank. Et il vient confronter Roman Reigns.
qui fait que les rumeurs du retour de John Cena et de la rivalité entre John Cena et Roman Reigns étaient bel et bien fondées. Voilà, parce que John Cena avait un peu essayé de brouiller les pistes, parce qu'il disait qu'il allait avoir un tournage au mois d'août, un truc comme ça, qui débutait en Europe. Enfin voilà, et que du coup, à cause du tournage de ce film, voilà, qui va bientôt commencer, il pourrait pas être présent pour la WWE. Et au final, c'est tout l'inverse. Enfin, pas tout l'inverse, il y a forcément le tournage, mais on va dire qu'ils vont sûrement commencer à tourner les scènes où John Cena n'est pas là. Et puis du coup, on part vraiment sur un match à SummerSlam entre John Cena et Roman Reigns, qui je pense va être assez intéressant, parce que le problème c'est que là on avait un match entre deux catcheurs lents, et voilà, du coup Roman Reigns et Edge qui sont quand même des catcheurs assez lents. Alors que là, on a John Cena qui est lui ultra dynamique et du coup va bien contrebalancer avec le style de Roman Reigns et je pense que ça peut donner un très bon match à SummerSlam. Donc voilà. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous avez pensé de Money in the Bank. Donc comme je vous le dis, moi j'ai trouvé assez moyen, je pense qu'ils auraient pu faire vraiment mieux. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de chacun des matchs, des deux Money in the Bank. Vraiment honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai vu mieux, j'ai vu des meilleurs gagnants que ces deux-là. Voilà, c'est quand même des gens qui méritent d'avoir la mallette, honnêtement. Et du coup, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment au niveau des pay-per-view, on se retrouve au mois d'août avec la review de SummerSlam. Allez, salut les Anacalypsiens.